Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans votre clinique emploi d'aujourd'hui dont le thème est relatif aux impacts des différentes activités des ONG internationales sur l'employabilité des jeunes au Mali. Et pour cela, nous avons sollicité un invité de marque. Lui, c'est Hassan Mohamedi. Il est le directeur exécutif du Forum des ONG internationales au Mali, FONGIM. Et dans votre émission d'aujourd'hui, vous aurez évidemment vos deux rubriques conventionnelles. Il s'agit tout d'abord de la première qui est relative à la tendance du marché de l'emploi et la seconde en fin d'émission, c'est le bon coin des opportunités d'emploi au Mali. Et une innovation dans l'émission d'aujourd'hui, vous aurez un grand format sur l'invité d'aujourd'hui et nous allons partir également à la rencontre de quelques acteurs de ce secteur des ONG pour nous donner leur avis sur les impacts des ONG internationales sur l'employabilité des jeunes. Encore une fois de plus, bienvenue et tout de suite place à la rubrique la tendance du marché de l'emploi et c'est présenté par Chekmar Soumano, le coach de cette émission, le clinicien de cette émission, j'ai envie de dire. Coach, c'est à vous. Bonjour Abrados, bonjour Arsène pour avoir accepté notre invitation. Bonjour les téléspectateurs, bienvenue à cette première rubrique de Clinique Emploi qui parle des tendances sur le marché de l'emploi. Alors ce mois de mai, le marché de l'emploi a été très dynamique. C'est qu'on peut noter déjà, il y a eu beaucoup d'initiatives de la part non seulement de l'État, des partenaires, mais également des ONG. Nous avons vu que ces initiatives ont porté sur la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion du salariat, mais également la promotion de la formation professionnelle. Alors précisément, nous avons assisté à la reprise du concours d'entrée à la fonction publique qui concerne 800 postes à pourvoir justement aux jeunes maliens qui sont en quête d'emploi. Il y a eu également le centre de formation Sabatisso qui a formé 100 femmes de veuves militaires en technique de transformation de produits alimentaires en partenariat avec la direction du service social des armées. Donc la cohorte de 100 femmes formées est sortie justement ce mois de mai. Il y a également un voyage d'études qu'a organisé l'Organisation des jeunes patrons en Turquie qui consiste à mettre en rapport les jeunes patrons et les investisseurs turcs à Istanbul. Nous avons aussi noté au titre de ce mois de mai la rencontre entre le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine et les migrants de retour au pays, en partenariat justement avec l'OIM pour voir comment des dispositions peuvent être prises par l'État pour pouvoir assurer leur insertion sous le financement bien entendu de l'Organisation internationale des migrations. Enfin, nous avons noté aussi, et ça c'est avec grand bonheur, l'atelier de réflexion pour réorienter les activités justement du projet PAFEM de la Banque mondiale qui, de mon point de vue, va prendre en compte les véritables besoins des jeunes entrepreneurs, mais surtout des jeunes maliens de la diaspora. Merci Bradox. Voilà au titre de ce mois de mai ce que nous pouvons noter comme tendance sur le marché de l'emploi. Je vous remercie. Merci Chekmar Soumanou pour la tendance du marché de l'emploi. Retour donc sur ce plateau de Clinique Emploi. Pour souhaiter la cordiale bienvenue à notre invité du jour. Il s'agit de Hassan Mohamedi. Je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, il est le directeur exécutif du Forum des ONG internationales au Mali. Bonjour, bonsoir Monsieur Mohamedi. Bienvenue sur le plateau de Clinique Emploi. Bonjour, bonsoir à vous, bonjour et bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission de Clinique Emploi pour parler un peu des ONG internationales présentes ici au Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment se présente d'ores et déjà votre ONG parmi la floraison d'ONG au Mali? Quelle est donc sa particularité? Alors, le FONGIM, c'est le Forum des ONG internationales au Mali qui réunit 110 ONG internationales à la fois actif dans l'humanitaire, le développement et la promotion de la paix. Donc la spécificité du FONGIM, comme son nom l'indique, c'est un forum. Donc son rôle, c'est de coordonner les activités de toutes ces ONG internationales. Donc on a 4 principales missions. La première, c'est la coordination interne entre nos membres pour que tout le monde soit au même niveau d'information et pour qu'on coordonne nos actions, notamment sur le terrain.
La deuxième mission, c'est la représentation. Donc on représente les ONG internationales au sein des différents mécanismes de coordination à la fois humanitaire et de développement, notamment avec les acteurs onusiens, donc les agences des Nations Unies, mais aussi des mécanismes de coordination de développement avec les autorités maliennes. La troisième mission, c'est le plaidoyer. Donc on essaie de faire entendre la voix des ONG, mais aussi de nos bénéficiaires, donc des populations dans le besoin, pour essayer d'avoir des financements pour mettre en œuvre nos projets ici au Mali. Donc le plaidoyer se fait au Mali, mais aussi à l'international. On a eu l'occasion d'organiser des événements aux États-Unis et en Europe, dans différents pays. Et la quatrième et dernière mission du FONGIM, c'est le renforcement des capacités donc de nos membres principalement. Donc on organise beaucoup de formations sur les principes humanitaires, la redevabilité, l'inclusion du genre et du handicap dans la réponse humanitaire, la sensibilité au conflit. Donc principalement, comme je l'ai dit, les bénéficiaires de ces formations sont le personnel des ONG internationales, mais parfois, quand on le peut, on organise aussi ces formations pour les ONG nationales et locales partenaires du FONGIM. Alors, nous allons tout de suite, comme je l'ai annoncé en début d'émission, présenter le grand format dans cette émission, un grand format qui va mieux vous présenter, en plus de tout ce que vous venez de nous dire. Et c'est tout de suite à travers cet élément que nous vous proposons. Le Forum des ONG internationales au Mali, FONGIM, est un regroupement de plus de 100 ONG internationales qui opèrent au Mali. Il a son siège à Korofina Nord dans les locaux du Conseil norvégien pour les réfugiés et a à sa tête M. Hassan Mohamedi. Découvrons plus en détail le FONGIM avec les explications de Fanta Sadibou Kone, directrice générale adjointe. Le FONGIM, c'est un espace d'échange et d'action, d'aide, d'entraide et d'assistance mutuelle entre les ONG internationales au Mali, qui a pour but d'optimiser la participation de ses membres au développement humain durable en cherchant justement des stratégies nouvelles aptes à renforcer le partenariat et l'assistance aux populations dans le besoin. Alors, au sein du FONGIM, nous avons surtout le volet coordination, je dirais, coordination interne ou externe. À l'interne, c'est surtout entre les ONG membres et à cet effet, nous avons différents groupes de travail qui ont été mis en place. Par exemple, le groupe de travail humanitaire développement, qui sont des thématiques spécifiques, ceux qui sont transversaux, comme communication, plaidoyer et conformité, et des groupes aussi spécifiques par thème, éducation, eau, hygiène, assainissement, le mil, sécurité alimentaire, sécurité, qui sont des groupes de travail qui traitent des thèmes spécifiques pour pouvoir apporter des solutions aux problématiques actuelles. Alors, juste pour finir avec ce que nous faisons, il y a le volet formation, renforcement de capacités que nous faisons à l'attention des membres du FONGIM et nous portons le plaidoyer qui sont des dossiers d'intérêt commun. En termes d'impact de l'emploi des jeunes, je dirais que nous avons un impact de façon globale. Par exemple, au sein du FONGIM, nous avons 110 ONG internationales qui sont membres et lors d'un sondage que nous avons fait, nous avons vu que 90% de ces milliers d'employés par les ONG internationales sont des Maliens. C'est une très belle expérience qui nous fait découvrir non seulement le pays, découvrir nos réalités, découvrir le contexte particulier de chaque zone et de pouvoir se sentir partie de l'effort, de ce mouvement d'effort qui est fait pour apporter une réponse, une solution aux problématiques que nos populations sont en train de vivre. Pour finir, je voudrais remercier énormément les ONG internationales qui travaillent au Mali dans des contextes, dans des situations assez difficiles. Je remercie beaucoup les autorités qui ont toujours accompagné, notamment le ministère de l'administration territoriale à travers sa direction nationale qui a beaucoup accompagné les ONG internationales dans leur travail. Les ONG nationales qui sont très présentes, très efficaces sur le terrain et tous les autres partenaires bailleurs qui interviennent dans ce pays pour pouvoir nous aider à sortir de la crise. Nous venons de voir le grand format de cette émission Clinique Emploi. Est-ce que vous avez, Monsieur Hassan Mohamedi, quelque chose d'autre à rajouter? Moi, je suis très heureux d'avoir pu partager avec les téléspectatrices et téléspectateurs voilà, les images du bureau du FONGIM, où on est installé donc, dans les bureaux du Conseil norvégien pour les réfugiés à Korofina. Et on a pu écouter la directrice exécutive adjointe du FONGIM mieux présenter nos activités. Absolument. Alors, quels sont principalement vos domaines d'intervention en tant que forum?
Alors, comme je l'ai dit, le forum, son rôle, c'est de coordonner nos activités, donc faire en sorte que les activités de nos membres, dans les différents secteurs d'activité qui sont les leurs, comme la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, l'alimentation, donc faire en sorte que toutes ces activités soient mises en œuvre de façon coordonnée sur le terrain. Il y a beaucoup d'acteurs, à la fois humanitaires et de développement au Mali, qui interviennent sur l'entièreté du territoire malien, en coordination avec les autorités maliennes, que ce soit les autorités ici centrales à Bamako, mais aussi on travaille en étroite collaboration avec les autorités régionales et locales, les gouverneurs, les préfets, les maires, les leaders communautaires. Donc notre rôle, c'est de coordonner, de faire en sorte que ces actions soient menées de façon, avec une synergie, pour que l'impact soit le plus important, le plus efficace pour les populations bénéficiaires de nos activités. Alors, avez-vous vocation à venir en aide à certaines couches fragiles de la population? Si oui, comment se traduit concrètement cet appui au quotidien sur le terrain? Ok. Alors, nos ONG, comme je l'ai dit, nos 110 ONG membres mettent en œuvre beaucoup d'activités, donc dans différents secteurs, notamment par exemple le secteur de l'éducation, où elles soutiennent les autorités, le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Il y a beaucoup d'écoles qui sont construites, des écoles qui sont réhabilitées, beaucoup d'activités pour soutenir l'éducation des enfants déplacés internes, donc surtout dans le nord et le centre du Mali. On a aussi les questions de santé, où on a beaucoup de nos ONG membres qui interviennent dans ce secteur d'activité, où là ils viennent en soutien au CESCOM, les centres de santé communautaires, donc accès aux soins, formation, accès aux médicaments. On a aussi beaucoup d'activités dans le domaine du WASH, comme on le dit, l'acronyme, donc eau, hygiène et assainissement. Donc il y a beaucoup de puits qui sont creusés pour donner accès à l'eau potable aux populations dans le besoin. Donc comme je l'ai dit, ces activités sont mises en œuvre à Bamako aussi, mais principalement dans les régions du Mali. Et actuellement, au vu des difficultés que connaît le centre et le nord du Mali, nos activités sont principalement mises en œuvre dans les régions du centre et du nord du Mali. Comment parvenez-vous à exercer ou sinon à coordonner, j'allais dire, vos différentes activités dans un contexte particulier, marqué notamment par la suspension des financements publics de la majorité des ONG internationales, notamment françaises au Mali? Je dis bien la suspension des financements publics parce qu'il y a une énorme confusion autour de cette question. Ici, on a comme l'impression que ce sont plutôt les ONG françaises qui sont suspendues. Merci beaucoup pour me donner l'opportunité de clarifier ce point. Donc, comme vous l'avez mentionné, ce sont les financements publics français qui ont été suspendus donc pour toutes les ONG, à la fois les ONG nationales et les ONG internationales. Et parmi les ONG internationales, même des ONG non françaises ont été impactées. Certaines avaient des financements publics français, donc elles ont dû suspendre ces activités, au vu de la décision qui avait été prise par le gouvernement malien. Donc nous, en tant que forum, on a soutenu nos ONG à mettre en œuvre cette décision. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été suspendues. Certaines ont pu être reprises grâce au financement d'autres bailleurs, des bailleurs européens ou des bailleurs américains. Donc l'idée, en fait, ça a été d'évaluer un peu l'impact de cette décision sur nos activités, notamment les ONG qui intervenaient surtout dans le secteur de la santé, dans le nord, principalement dans le nord et dans le centre du Mali. Donc certaines activités ont pu, comme je l'ai dit, ont pu être poursuivies grâce à des bailleurs, au soutien de bailleurs, surtout européens et aussi américains. Donc c'est bien qu'on ait pu clarifier, clarifier ce point-là. Donc donc les ONG françaises comme les autres continuent à opérer au Mali en coordination avec les autorités maliennes, avec notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, en coordination avec les services décentralisés de l'État, avec les autorités locales, régionales. Donc il y a un grand travail qui est fait notamment par le FONGIM de représentation, de partage d'informations. On est au Mali. Oui. Le Mali est un État souverain, donc nous on vient en assistance aux autorités maliennes pour pouvoir venir encore une fois en aide aux populations dans le besoin sur le terrain.
Alors, dans le même ordre d'idées, quels sont les leviers très importants sur lesquels vous vous appuyez pour les levées de fonds nécessaires au bon fonctionnement de vos activités en tant que forum? Oui, absolument. Donc ça, c'est le troisième pilier de nos activités en tant que forum, c'est le plaidoyer. Donc le plaidoyer, peut-être les téléspectatrices et téléspectateurs ne sont pas forcément familiers avec ce mot-là. Pour l'expliquer simplement, c'est partager des messages pour convaincre les bailleurs de financer des activités au Mali. Voilà, exprimer les besoins, par exemple, d'éducation pour les enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons, les besoins en termes d'accès aux soins de santé. Donc voilà, on fait beaucoup de notes, on publie beaucoup de notes à la fois en français et en anglais, qu'on communique aux partenaires. Voilà, encore une fois, on essaie de faire ce plaidoyer en coordination avec les autorités maliennes. J'avais mentionné le tour de plaidoyer qu'on avait fait aux États-Unis en décembre dernier, où on avait impliqué l'ambassade du Mali à Washington. Donc c'est vraiment un travail de partage d'informations pour exprimer les besoins développer les activités qui puissent répondre à ces besoins-là. Et pour mettre en œuvre ces activités, on a besoin de financement. Donc le FONGIM a un rôle de soutien fort pour nos ONG membres pour faire ce travail de mobilisation de fonds qui est vraiment crucial pour nous. Pourrions-nous avoir une idée, ne serait-ce que sur le budget annuel de fonctionnement de certaines de ces ONG regroupées dans le forum? Absolument, oui. Donc pour le FONGIM, comme on a 110 ONG membres, on a certaines qui sont plutôt petites, avec des budgets qui vont de 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros. Bon, après, on a des ONG plutôt moyennes qui ont des budgets annuels d'1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Et on a quelques ONG qui ont vraiment des gros budgets. Donc, c'est les grosses ONG internationales qui ont des budgets qui sont de l'ordre de 10 millions, 20 millions d'euros. Voilà, après, je tiens à mentionner que 80%… Et qui opèrent au Mali. Et qui opèrent au Mali, tout à fait. Donc ça, ce sont les budgets de ces ONG internationales pour les activités au Mali. Donc, mais voilà, sur ces budgets-là, 80% à 90% de ces fonds sont destinés aux activités, donc à la construction d'écoles, à la fourniture de kits alimentaires, de kits d'hygiène, réhabilitation de centres de santé, accès aux soins, achat de médicaments. Et après, entre 15 et 10%, ça dépend des ONG, sont consacrés au fonctionnement, donc au fait de payer les salaires du personnel de ces ONG qui doivent mettre en œuvre ces activités. Alors, si les financements publics français sont suspendus, quels sont vos autres bailleurs pour vous aider à mobiliser tous ces fonds? Parce que ce sont quand même des montants assez importants. Absolument. Alors le principal bailleur à la fois humanitaire et de développement au Mali, ce sont les Américains via leur bureau USAID. Donc eux, ce sont vraiment, depuis plusieurs années, c'est eux qui financent principalement l'aide au développement et la réponse humanitaire. Et à ce niveau, il n'y a pas de suspension? À ce niveau, non, ça continue. Et voilà, la coordination est faite, les échanges sont faits au niveau gouvernemental. Donc normalement, ça continue. Ensuite, on a les Européens qui arrivent en deuxième position, donc en tant qu'Union européenne. Et les États membres de l'Union européenne, on a notamment la Suisse, les Norvégiens, les Espagnols, les Italiens, qui financent l'aide au développement et la réponse humanitaire via les ONG internationales. Après, il y a d'autres bailleurs de développement, mais qui travaillent plus sur un financement bilatéral avec le gouvernement malien. Mais pour les ONG internationales, ce sont principalement donc les États-Unis qui arrivent en tête, suivis des Européens et ensuite des États membres de l'Union européenne. D'accord, on va marquer juste une pause, le temps de proposer à nos fidèles téléspectateurs le micro-trottoir, enfin l'élément dont j'ai parlé en début d'émission, c'est en fait aller à la rencontre de quelques acteurs du secteur des ONG, notamment des collègues à vous, des collaborateurs à vous, qui nous donnent aussi leur avis sur les impacts des activités des différentes ONG internationales sur l'employabilité des jeunes au Mali. C'est tout de suite pour vous. En parlant de la contribution de la valeur ajoutée des ONG internationales dans la création de l'emploi, on va dire que les ONG jouent un rôle crucial dans la création de l'emploi direct et l'auto-emploi pour les jeunes. En parlant de l'emploi direct, il s'agit vraiment du recrutement. Aujourd'hui, quand nous regardons beaucoup d'ONG, la majorité des ONG internationales regorgent des personnels locaux.
ce sont des équipes nationales qui dirigent ces ONG, qui sont membres de ces ONG et qui mettent en œuvre les actions sur le terrain. Donc ça, c'est une première valeur ajoutée. Donc à travers le recrutement direct, les ONG jouent un rôle dans l'emploi. Également, les ONG jouent un rôle à travers la formation et la préparation des jeunes pour l'auto-emploi. Des initiatives sont vraiment développées par plusieurs ONG allant dans ce sens, en formant les jeunes à travers la formation professionnelle pour qu'ils puissent être insérés dans l'emploi, créer de l'auto-emploi pour eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment des choses que les ONG font. Donc en termes d'exemple, Terre des Hommes et d'autres, en partenariat avec AGEA, mettent en œuvre un projet de formation professionnelle des jeunes. À ce jour, nous avons un projet en cours qui touche 500 jeunes, dont 200 jeunes déplacés, qui sont formés. Ils sont formés pendant 24 mois. Et au terme de cette formation, ils bénéficient d'une formation, c'est vraiment une formation qualifiante. Ils bénéficient d'un certificat qui les permet d'être insérés dans le marché de l'emploi. Donc, ça les permet de créer des entreprises. Ils sont propriétaires d'entreprises. Donc, c'est l'emploi direct qu'eux-mêmes ils bénéficient à travers leur auto-emploi. Mais ils collaborent avec d'autres services pour pouvoir générer d'autres emplois indirects. Donc, nous avons vraiment assez des exemples dans ce sens que plusieurs ONG internationales mettent en œuvre au Mali pour vraiment contribuer à la création de l'emploi au Mali et réduire le taux de chômage. Et tout le monde est conscient de cela, y compris l'État central. Quand une ONG arrive au Mali, c'est d'abord, ils sont investis dans une mission de service public. L'agrément est accordé à ce titre, assorti avec des obligations. Le cahier des charges va ainsi. Et l'une des charges essentielles stipule aussi que ces ONG-là doivent recruter les jeunes maliens parmi le personnel, que ce soit sur le terrain ou sur l'encadrement. Donc les ONG accompagnent l'État dans la prise de ses responsabilités, surtout vis-à-vis des jeunes diplômés. Et donc une ONG internationale comme World Vision ou tout autre, Caritas, la coopération néerlandaise ou autre, sont des maillons essentiels de lutte contre la pauvreté. D'ailleurs, l'essentiel d'une ONG au Mali, surtout en Afrique, c'est de lutter contre la pauvreté. Pour mieux lutter contre la pauvreté, c'est de mettre en place des activités génératrices de revenus et de lutter aussi contre le chômage des jeunes pour espérer vers le développement. C'est un impact positif. Je peux dire vraiment, c'est un impact qui est vraiment très important. Parce que nous sommes dans le secteur de l'emploi ou bien de toutes les activités qui concourent à la création de l'emploi. Comme la mission de la pêche, c'est vraiment de concourir à la création de l'emploi au niveau, pour tous les jeunes du Mali et aussi de la diaspora. Maintenant, par rapport à la création de l'emploi proprement dit au niveau des ONG internationales, on a un programme de stage de formation professionnelle et un programme de stage de qualification dans lequel on oriente beaucoup les jeunes au niveau de ces ONG-là, donc au niveau des ONG internationales. Et de dire aussi qu'il y a un partenariat vraiment très fécond entre la pêche et ces ONG. Quand on essaie vraiment de voir n'est-ce pas, cet impact-là sous l'angle vraiment de la formation et aussi de l'embauche et aussi de l'encadrement des jeunes qui sont orientés dans les zones internationales, vraiment c'est positif et c'est un partenariat vraiment qui est fécond et dynamique. Et la plupart des jeunes qui sont orientés dans les zones internationales, il y a eu vraiment des évaluations du programme de stage qui révèlent ça, vraiment sont embauchés ou bien ils sont en situation vraiment de l'embauche où ils ont eu des promesses vraiment de l'emploi. Donc la dernière évaluation, n'est-ce pas, du programme de stage de formation professionnelle révèle que 20% des structures d'accueil, n'est-ce pas, ont eu à recruter vraiment un stagiaire de la pêche. Et je pense que les ONG internationales jouent un grand rôle vraiment dans ces réalisations-là, dans ces statistiques et aussi dans ces résultats du programme de stage de formation professionnelle.
En termes de conseils en direction des jeunes, c'est de les encourager surtout à se former, à se préparer pour le marché de l'emploi, avoir confiance en eux et être performants ou aussi être compétitifs. Les ONG restent ouverts. Malgré qu'il y a de l'expérience, il faut chercher l'expérience et pouvoir être compétitif. Moi, je conseille aux jeunes plusieurs paramètres, surtout d'abord d'adapter l'offre universitaire, la formation universitaire aux besoins locaux des employeurs, surtout comme une ONG. Il faut que le niveau soit là. Et on a vu ça. Et les ONG sont exigeantes, surtout par rapport à la compétence. Il faut aussi de la moralité, il faut de la déontologie. Ceci étant, il faut que les jeunes soient compétents, opérationnels. Il faut qu'il y ait aussi un côté moralité et déontologie. Ce que je peux conseiller aux jeunes, vraiment, c'est de chercher ces ONG parce qu'ils forment beaucoup. Et on sait que si tu es dans une ONG internationale, c'est du sérieux. Et on apprend. Et aussi ceux qui, qui parviennent à finir les stages et qui sont exemplaires dans leurs stages, vraiment sont recrutés d'office par ces ONG internationales. Donc, or, un programme de stage, c'est un programme de renforcement de l'employabilité des jeunes. Donc, c'est dire que vraiment vous allez renforcer votre employabilité et être compétitif sur le marché de l'emploi. Et déjà, les ONG internationales offrent un programme complet de renforcement de l'employabilité. Donc, c'est de dire que vraiment, c'est un créneau porteur pour les jeunes, les ONG internationales. Et aussi, ils créent de l'emploi parce qu'en réalité, les ONG recrutent beaucoup de jeunes diplômés et surtout les stagiaires que l'APEJ vraiment affecte aux ONG internationales. Donc c'est pour leur dire vraiment d'être sérieux et de chercher vraiment à être orientés vers ces ONG. Parce que les statistiques le montrent. Nous-mêmes, lors de nos suivis dans les ONG internationales au niveau régional et au niveau national, la plupart même de ces décideurs ou des dirigeants de ces ONG internationales, on trouve que vraiment c'est des anciens stagiaires de la pêche. Donc c'est pour dire que combien les ONG donnent une opportunité vraiment aux jeunes diplômés sans emploi, qui sont sérieux et qui cherchent à apprendre et qui cherchent à se valoriser et à mettre leurs connaissances vraiment à ces ONG. Et je suis sûr que la plupart de ces jeunes dont je parle ainsi ne regrettent pas parce que au bout soit ils sont requinqués vraiment, ils voient leur employabilité renforcée ou bien ils sont recrutés par vraiment ces ONG. Retour sur ce plateau de votre clinique emploi avec comme invité aujourd'hui le directeur exécutif du Forum des ONG internationales Mali, FONGIM. Alors, Monsieur Mohamedi, on vient de voir cet élément que nous avons réalisé et c'est les personnes interviewées sont pour la plupart des collaborateurs, des collaboratrices. Et qu'est-ce que vous avez d'autre à rajouter sur cet élément? Je suis très content d'entendre en fait, notamment le témoignage de l'APEJ sur le rôle des ONG internationales dans la création de l'emploi ici au Mali. Et aussi ma collègue Ramata, la directrice pays de Terre des Hommes Suisses, a aussi mentionné que les ONG internationales ont un rôle à jouer et ont un impact au niveau de l'emploi des jeunes à deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est que les ONG internationales en tant que telles sont déjà pourvoyeurs d'emplois. On recrute énormément de Maliennes et de Maliens. Plus de 90% du personnel de nos ONG internationales sont des Maliennes et des Maliens. Donc c'est la très très grande majorité. Et voilà, il y a vraiment une tendance et une volonté ferme. Et là, je tiens à le communiquer aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de recruter des Maliennes et des Maliens. Il y a vraiment une grande volonté. Donc il y a plein de dispositifs qui sont mis en place, notamment la question des stages qui a été mentionnée par le collègue de l'APEJ. Donc ça c'est le premier on va dire, rôle que jouent les ONG, c'est créer des emplois au sein de nos structures, donc dans différents secteurs. On a à la fois des ressources humaines, on a la finance, on a la programmation, de la communication et l'information. Donc il y a vraiment une diversité de métiers qui existent
au sein des ONG qui n'est pas forcément connu par les gens qui ne sont pas forcément familiers avec ce monde des ONG, du monde humanitaire et du développement. Mais il y a vraiment une diversité de métiers. Donc j'encourage vraiment les jeunes qui veulent intégrer ce monde-là à se renseigner et à postuler. Il faut tenter. Absolument. Il faut tenter. Absolument. Et après, peut-être, on pourra leur donner quelques conseils sur comment augmenter ces choses. Oui, on va y venir. D'attirer l'attention des recruteurs. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, sur ce qu'a mentionné aussi notre collègue Ramata, c'est toutes les activités qui sont mises en œuvre par les ONG de formation. Pour les jeunes. Donc, formation pour développer les capacités dans certains domaines d'activité, la menuiserie, le maraîchage, l'élevage, aussi des compétences techniques sur les métiers de la télécommunication et de l'information. Donc, les ONG font beaucoup d'activités de formation et aussi des activités, ils développent beaucoup de programmes d'activités génératrices de revenus. Donc, avec des prêts qui sont faits, des dons qui sont faits aux jeunes pour qu'ils puissent devenir entrepreneurs, créer leur propre entreprise et voilà, exploiter, comme on aime le dire, exploiter leur potentiel. Donc voilà, les ONG, ce n'est pas forcément visible, mais en tout cas, les ONG internationales ont vraiment un impact considérable dans la création d'emplois ici au Mali. Oui, vous êtes en train de parler des jeunes justement dans le même ordre d'idées. Comment parvenez-vous à contribuer à la croissance économique à travers la création d'emplois en faveur de ces jeunes-là? Ouais, notamment toutes les activités génératrices de revenus. Donc on a des formations qui sont proposées aux jeunes pour qu'ils puissent développer des compétences précises qui correspondent aux besoins du marché malien. Voilà. Par exemple, il y a beaucoup de formations qui sont proposées pour les femmes dans le cadre de coopératives de transformation de beurre de karité, pour la commercialisation de beurre de karité. Voilà tout ce qui fait la richesse du Mali. Donc on essaye de leur donner les compétences, on essaie de leur donner le soutien technique, le soutien financier aussi, pour devenir des entrepreneurs qui permettent d'avoir des produits sur le marché et avoir un impact au final sur l'économie du Mali. Et vos activités nécessitent parfois bien de déplacements à l'intérieur du pays. Alors, quelles sont les contraintes majeures auxquelles vous vous heurtez sur le plan sécuritaire, par exemple? Alors, tout à fait. Nous, nos ONG, donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, interviennent majoritairement dans le centre et dans le nord du Mali. Donc des zones qui se font face malheureusement à de l'insécurité, notamment sur certains axes où c'est difficile de circuler. Donc moi j'étais à Gao il y a 2 semaines, mais j'ai pu utiliser les transports mis en place par le programme alimentaire mondial qui s'appelle les vols UNAS, les vols humanitaires, qui sont proposés pour Gao, Tombouctou, Ménaka, etc. Donc qui permettent aux acteurs humanitaires et de développement d'aller sur le terrain, mettre en œuvre les activités, faire le suivi des activités. Donc il y a cette possibilité qui est offerte aux acteurs humanitaires de pouvoir circuler dans les zones du nord et du centre du Mali. Et cette circulation dont vous parlez se fait surtout par voie aérienne et non terrestre, vu que souvent il y a beaucoup d'insécurité dans les foyers de tension, n'est-ce pas? C'est ça. Et après, la spécificité du Mali, qu'il convient aussi de mentionner, c'est que les choses sont très dynamiques en fait. Donc à un moment, on peut avoir accès sur certains axes. Il y a la possibilité d'aller dans telle zone, dans tel village pour assister des populations, notamment les populations déplacées. Et la semaine d'après, l'accès est compliqué. Mais 2 semaines après, l'accès est de nouveau possible. Donc c'est très dynamique. Donc il y a un accès possible et les ONG mettent en œuvre des mécanismes d'adaptation, on dit de mitigation, c'est un mot anglais, pour essayer de trouver des alternatives en fait, à ces défis d'accès, notamment le fait de travailler beaucoup avec les leaders communautaires sur ces territoires-là qui ont une connaissance parfaite des différents axes et des difficultés auxquelles on pourrait éventuellement être confronté tel jour ou telle semaine. Donc il y a vraiment ce dialogue, il y a vraiment cette relation de confiance qui est construite avec les populations, avec les leaders communautaires sur le terrain, qui nous permet d'avoir accès dans des zones parfois difficiles. Donc c'est un travail qui se fait de façon concertée avec les populations, surtout locales. Absolument, tout à fait. Voilà. Et aussi avec les autorités, il y a des mécanismes qui sont mis en place
avec les autorités régionales, notamment via le Bureau de coordination humanitaire OCHA, voilà, dans des zones vraiment difficiles, pour informer de nos déplacements, etc., dans certaines zones, pour éviter tout incident malencontreux. Donc il y a ces dispositifs qui existent. Encore une fois, c'est le rôle du FONGIM de favoriser cette coordination, ce partage d'informations avec toutes les parties prenantes à l'activité humanitaire et de développement, les autorités, que ce soit centrales, régionales, les populations locales, les leaders communautaires que vous avez mentionnés. Quel peut être le bilan, par exemple, de vos activités dans ces zones difficiles d'accès, rien que au cours de l'année qui vient de s'écouler, 2023? Pour 2023, bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est en train de préparer un rapport global de réalisation des ONG internationales au Mali pour l'année 2023. Ce sera la première édition du rapport que le FONGIM va préparer. On organisera un lancement officiel de haut niveau. Les autorités, notamment les ministères avec qui on travaille étroitement, seront invités. Où là, voilà, on donnera les chiffres précis de toutes nos réalisations en termes d'accès à l'eau, d'accès à l'assainissement, à l'hygiène, d'accès à l'éducation, d'accès aux soins de santé, d'accès à l'alimentation. Donc il y a énormément, vraiment, dans les zones du Nord et du Centre, il y a énormément de projets qui sont mis en œuvre. Donc voilà, éducation, santé, sécurité alimentaire ou hygiène, assainissement. Donc j'inviterai les téléspectatrices et téléspectateurs à patienter un peu. Et l'information sera diffusée. La presse sera aussi invitée à cet événement où on l'espère, voilà, on souhaite vraiment être dans une perspective de mieux communiquer en fait, de mieux communiquer nos réalisations pour le grand public. Parce qu'on pense que c'est important, il y a une redevabilité, on reçoit des fonds de bailleurs, on est dans un pays dans lequel voilà, on travaille en totale coopération, collaboration avec les autorités. Donc c'est notre devoir de communiquer, d'être redevable sur nos réalisations. Comment voyez-vous justement l'avenir de ces ONG internationales au Mali dans une période marquée par une crise multidimensionnelle quand même? Bon, on est là pour répondre à des besoins. Après, on espère que ces besoins n'existeront plus dans les prochaines années. Que, voilà, les choses iront mieux. Voilà, les questions d'insécurité seront résolues et que les services de l'État fonctionneront partout, sur toute l'entièreté du territoire malien, et que les populations maliennes auront accès aux services de base, santé, éducation, encore une fois accès à l'eau, alimentation, etc. Donc c'est vraiment notre souhait. Donc idéalement pour les acteurs humanitaires, l'objectif c'est que dans plusieurs années on ne soit plus là. Parce qu'il n'y a plus besoin, il n'y a plus de crise, il n'y a plus de besoins spécifiques d'urgence auxquels on doit répondre. Et les autorités seront en mesure de répondre. Et aussi, on travaille en étroite collaboration avec les ONG nationales et locales. Et là, sur le long terme, la perspective, c'est vraiment... Il y a un terme qui est utilisé dans les forums internationaux, qui n'est pas forcément compris par tout le monde, c'est le terme de localisation. Donc c'est vraiment faire en sorte que ce soit les organisations, donc les associations ou les ONG maliennes, qui puissent être en mesure de répondre aux besoins des populations, aux situations de crise, mais aussi mettre en œuvre des projets de développement. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces ONG nationales et locales à développer des compétences, à être en mesure d'opérer comme le sont les ONG internationales. Même s'il y a beaucoup d'ONG nationales qui sont voilà, à des niveaux aussi élevés que les ONG internationales. Il y a de très bonnes, très compétentes ONG nationales et locales maliennes. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de démultiplier ce genre d'acteurs pour qu'à l'avenir, les ONG internationales ne viennent que comme experts, assistance technique sur certains aspects qui nécessitent une expertise technique qui n'est pas forcément disponible dans le pays, comme c'est le cas dans d'autres pays, notamment les pays du Nord, et voilà, et que tous les projets soient mis en œuvre par les acteurs locaux, donc ONG nationales et locales maliennes. Absolument. C'est bien noté tout cela, Monsieur Hassen. Alors tout de suite, je vous invite à découvrir la deuxième rubrique de cette émission Clinique Emploi, et c'est présenté par le coach Soumano, et c'est le bon coin des opportunités d'emploi au Mali, et c'est juste derrière ce jingle. Merci Bradox, bienvenue à tous à cette seconde rubrique de Clinique Emploi, que je vais nommer véritablement la pharmacie de la clinique, évidemment. Et donc, cette rubrique, il y a 3 sous-composantes. La toute première sous-composante, c'est des questions que nous avons recueillies des internautes. Et un internaute nous a posé la question de savoir quelle est la différence entre une association et une société. Alors, ce qu'il faut noter déjà, c'est que l'association
elle est à but non lucratif. Et l'association n'a pas une durée de vie limitée dans le temps. Donc, sa durée de vie est illimitée. Contrairement à une société qui est à but lucratif et sa durée de vie maximale est de 99 ans. Donc, ça voudrait dire quoi? Lorsque vous créez une société commerciale, au bout de 99 ans, la société doit disparaître, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle une clause de continuation. Mais la différence fondamentale qu'on peut faire entre les deux, c'est au niveau de la lucrativité des activités menées par l'une ou l'autre. Donc, pour l'association, le but est à non lucratif, alors que pour la société, c'est à but lucratif. Il y a un deuxième internaute qui a posé la question de savoir, c'est quoi le GIE? Donc, attendons GIE, par GIE, le groupement d'intérêt économique. Et le groupement d'intérêt économique, c'est un regroupement d'entrepreneurs au sein d'une organisation qui est à cheval entre l'association et la société commerciale. Parce qu'en réalité, le groupement d'intérêt économique n'est pas forcément à but non lucratif, à but lucratif je veux dire, mais il n'est pas interdit que le GIE réalise des bénéfices. Et quand le GIE réalise des bénéfices, il ne doit pas partager entre ses membres. Autre élément qu'il faudrait noter par rapport au GIE, c'est que normalement, on ne doit pas créer un GIE au Mali ou dans l'espace OHADA pour démarrer une activité. Donc le GIE doit être créé par des personnes qui disposent chacune à son niveau de sa propre activité. Donc c'est là qui est important. Donc le GIE, c'est le regroupement des intérêts, des activités, si vous voulez, le prolongement des activités des membres, qui chacun dispose justement de sa propre activité. Et au Mali, le GIE a été encadré par l'acte uniforme portant droit commercial général et acte uniforme portant société commerciale et des GIE, qui est un acte qui est en vigueur depuis dans les années 2007. Ensuite, il y a un internaute qui pose la question de savoir c'est quoi la mise à pied. Alors, la mise à pied, c'est une sanction administrative, disciplinaire également, qu'inflige un employeur à son employé à la suite de l'épuisement d'un certain nombre de sanctions de premier degré. Parce qu'en matière de sanctions au niveau du droit du travail, il y a deux types de sanctions. Il y a des sanctions de premier degré et il y a des sanctions de second degré. Les sanctions de premier degré sont constituées essentiellement de l'avertissement, du blâme. Et les sanctions du second degré, c'est la mise à pied et le licenciement. Donc pour la mise à pied, ce qu'on peut noter, c'est que la mise à pied entraîne la réduction des salaires. Donc si vous êtes mis à pied, le nombre de jours que vous faites sans travailler, on déduit ça de votre salaire. La mise à pied ne peut pas dépasser 8 jours. Donc quelle que soit la sanction, la gravité, en tout cas de la faute de l'employé, l'employeur ne peut pas lui infliger plus de 8 jours de mise en pied parce que, comme je l'ai indiqué, les conséquences liées à la mise en pied, c'est qu'il y a une réduction de salaire pour la période pour laquelle l'employé ne va pas travailler. Ensuite, il y a un dernier internaute qui nous a posé la question de savoir c'est quoi le contrat de l'engagement à l'essai. Alors, le contrat de l'engagement à l'essai, on va l'appeler comme étant un contrat de préparation à l'emploi. C'est d'abord un contrat de travail en bonne et due forme, mais avec des spécificités parce que sa durée maximale est de 6 mois. Donc, on peut le prendre de 1 à 3 mois et renouvelable une fois, et en fonction des catégories. Et la particularité du contrat de l'engagement à l'essai, c'est que l'une des parties peut arrêter le contrat sans payer des dommages et intérêts sans préavis. C'est-à-dire que je signe un contrat de l'engagement à l'essai pour 3 mois. Dès le lendemain de la signature du contrat, je peux décider d'arrêter sans préavis ni rien. Donc, voilà un peu la particularité du contrat de l'engagement à l'essai. La deuxième partie, la deuxième rubrique, sous-rubrique de bons coins de la ponte des emplois, c'est de vous parler des offres d'emploi que nous avons recueillies sur le marché. Donc déjà, nous avons l'ONG FPI 360 qui recrute un grand manager. Il y a RMO qui recrute un ingénieur des systèmes d'information, un back-office raccordement client fibre optique, un chargé de la sécurité. Il y a l'ONG CRS qui recrute un exécutif coordonnateur, un gestionnaire des subventions et un senior project officer. Et enfin, il y a HELP, l'ONG HELP qui recrute également un animateur des activités génératrices de revenus. Et enfin, la dernière sous-rubrique, c'est celle des appels d'offres qui concerne beaucoup plus les opérateurs économiques. Donc, en cela, nous allons parler du cas de la CRS,
la Catholic Relief Service, qui veut recruter des prestataires dans le domaine de la location de véhicules. Ensuite, il y a World Vision qui recherche un consultant en communication et en visibilité. Il y a également le projet PASSEM, d'un projet de la Banque africaine de développement qui relève du ministère de l'économie et des finances, qui cherche un consultant pour la conception et la production des documents fonciers sécurisés, et un autre pour l'acquisition des équipements pour le laboratoire de Savaliboukou. Ensuite, vous avez l'ONG CARE qui recrute un consultant pour les services d'entretien et de nettoyage. L'ONG, l'agence de développement allemande GIZ, qui cherche un prestataire pour la fourniture de motoculteurs et accessoires. Et enfin, vous avez la SNV qui recrute un spécialiste, un prestataire pour la fourniture de véhicules. Alors, je vais inviter les uns et les autres à continuer à nous envoyer vos questions et vos remarques à l'adresse suivante, cliniqueemploi@gmail.com. Ça s'affiche au bas de cet écran ou à travers notre plateforme WhatsApp qui est le 66 96 81 91 24. Donc tout ça s'affiche au bas de cet écran. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le mois de juin. Merci Bradox, et voilà les opportunités que nous pouvions quand même relever pour nos téléspectateurs pour ce mois de mai. Alors, retour sur ce plateau pour la dernière partie de l'émission avec l'invité, M. Mohamedi. Quelles sont vos grandes perspectives à court et moyen terme, M. Hassen? Alors, pour le Forum des ONG internationales, déjà, c'est d'assurer vraiment, encore une fois, une bonne coordination de nos activités, développer une communication plus étroite avec les autorités maliennes. Bon, ici à Bamako, vu que moi je suis basé à Bamako, les choses se passent très bien, mais l'objectif c'est vraiment de développer cette coordination au niveau des régions. Voilà, avec le forum a l'année dernière recruté 2 coordinateurs régionaux, donc on a aussi du personnel basé, un à Gao et un à Mopti. Donc celui de Gao a en charge les régions du Nord et celui de Mopti a en charge les régions du Centre. Donc il y a vraiment une volonté, voilà, de développer des relations plus étroites avec les autorités, encore une fois pour faciliter la mise en œuvre des activités de nos ONG internationales membres de notre forum. Il y a le rapport de réalisation de nos ONG membres 2023. Donc là, c'est vraiment, on espère que ce sera la première édition de ce rapport. On espère que ça va continuer et que voilà, d'année en année, les ONG internationales, leurs réalisations seront de mieux en mieux connues, par les populations maliennes. Voilà, après, on espère que la situation va s'améliorer, comme toutes les Maliennes et les Maliens. Absolument. Donc on espère que voilà, nos ONG pourront se concentrer plus sur des projets de développement. Voilà, développement d'infrastructures, etc., accès aux services de base. Donc là, c'est vraiment notre souhait pour les prochaines années que la crise humanitaire puisse se terminer, que les populations puissent vivre dignement dans des conditions décentes et qu'on puisse travailler sur des projets de développement de plus long terme pour atteindre des objectifs stratégiques, notamment le développement économique, l'emploi, l'accès à l'éducation, la santé. En tant que forum, qu'attendez-vous justement des autorités du pays pour une meilleure exécution de vos activités sur l'entièreté du territoire malien? Ok. Bon, le maître mot de mon travail, c'est la coordination. Donc plus de coordination, plus de partage d'informations, plus de concertation. Donc c'est ce qui est fait régulièrement avec notamment le ministère de la Santé et du Développement social qui est en charge des affaires humanitaires. Donc c'est un ministère avec lequel on travaille beaucoup, avec lequel on échange beaucoup. On a notre ministère de tutelle de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est le ministère de tutelle des ONG, à la fois nationales et internationales. Donc on espère que ces bonnes relations vont continuer. Comme je l'ai dit, on espère être en mesure de mieux développer les relations avec les autorités régionales et locales. Donc voilà, on travaille sur ça, mais on espère que les bonnes relations
vont continuer. Oui, on l'espère aussi. Hein. Et est-ce que vous auriez des conseils pratiques à l'endroit de tous les jeunes qui essayent quand même de graviter autour des ONG au Mali ou qui souvent sont un peu pessimistes en se disant oui, il y a quand même, c'est assez sélectif, c'est assez élitiste. Qu'auriez-vous à leur dire en tant que directeur exécutif du forum? Alors, le monde des ONG, c'est un monde vraiment passionnant parce qu'on travaille au service des populations. Donc là, il n'y a pas plus grande satisfaction que de rentrer le soir à la maison en disant voilà, ce que j'ai fait a contribué au fait que certains enfants aient accès à l'éducation, que des femmes aient accès à la santé. Donc c'est vraiment gratifiant. Et c'est vraiment un plaisir, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de mes collègues, d'aller au bureau tous les jours. Les ONG internationales recrutent. Donc là, il y a des opportunités. Le forum des ONG, le FONGIM, on a un site internet sur lequel on publie les offres d'emploi. Après, ce que je conseille aux jeunes, beaucoup me contactent via les réseaux sociaux, c'est de bien se préparer. Voilà. Chercher un emploi, c'est un emploi en soi. Ça prend du temps. Donc il faut se renseigner. Donc si vous voulez postuler pour une ONG, vous voyez une offre qui vous intéresse, qui correspond à vos capacités, qui correspond à votre formation. Encore une fois, il y a une diversité de métiers au sein des ONG internationales. Il ne faut pas forcément avoir Bac+5 ou un doctorat. Vous pouvez travailler dans la logistique, dans la finance, etc. Il y a différents niveaux. Donc c'est ouvert, vraiment c'est ouvert à tout le monde. Mais il faut faire des recherches sur l'ONG pour laquelle vous voulez travailler, faire en sorte que vos compétences correspondent à l'offre qui est publiée. Et 2 points sur lesquels j'aimerais insister pour nos jeunes téléspectatrices et téléspectateurs. C'est vraiment les compétences rédactionnelles. Oui, absolument. Voilà, c'est hyper important quand même. Absolument, qui sont essentielles. On travaille beaucoup dans l'écrit, on fait beaucoup de rapports, notamment à nos bailleurs, etc. On est beaucoup dans la communication écrite et orale. Mais la communication écrite, les compétences rédactionnelles sont essentielles. Donc si vous avez des compétences rédactionnelles fortes, moi, je ne vois vraiment pas de difficulté pour postuler, tenter votre chance, mais travailler votre écrit, de pouvoir communiquer de manière synthétique, efficace, précise. Ça, c'est vraiment des compétences qui sont recherchées. Oui, absolument, qui sont appréciées au sein des ONG internationales. Le deuxième point, c'est l'anglais. Donc voilà, l'anglais, c'est aussi essentiel parce que beaucoup de nos ONG internationales ont des financements de bailleurs non francophones. C'est la majorité. Donc on travaille en anglais. On a beaucoup de relations avec les sièges. Donc il y a beaucoup de communication qui se fait en anglais. Donc si vous avez la capacité de vous auto-former avec les réseaux sociaux, avec Internet, maintenant il y a une possibilité de travailler, d'apprendre une langue, même de façon autonome. Ça, vous maîtrisez, vous avez des compétences rédactionnelles fortes en français, vous avez une maîtrise de l'anglais et vous avez une expertise dans un domaine particulier, donc que ce soit la mise en œuvre de programmes, vous êtes expert en éducation, vous êtes expert en santé, ou vous êtes dans la finance, dans la logistique, dans l'achat, etc. Postulez, il y a une possibilité. Mais encore une fois, faites les choses sérieusement et ça prend du temps en fait. Chercher un emploi est un emploi en soi. On a tous été confrontés à ça, à un moment où on a cherché du travail. Donc soyez méticuleux, soyez précis, soyez vraiment attentionnés quand vous faites vos lettres de motivation. Faites-vous relire pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, des choses comme ça qui vous disqualifient d'entrée de jeu. Donc ça, il faut vraiment être méticuleux. Mais si vous prenez en considération ces conseils-là, je pense que les portes des ONG pourront s'ouvrir. Et une dernière chose, c'est vraiment vous renseigner sur l'organisation pour laquelle vous postulez. Il y a beaucoup d'organisations, mais chacun a sa spécificité. Et les recruteurs regardent ça, parce qu'ils reçoivent des centaines, 200, 300 candidatures pour un poste. Donc, ils n'ont pas le temps de rentrer dans les détails. Et quand ils voient que, quand les gens ne font pas les choses avec sérieux, ça se voit en fait. On lit la lettre de motivation, moi j'ai recruté pour des postes au sein du FONGIM, on voit directement. Si la personne elle est sérieuse, elle est appliquée, elle est intéressée, elle est passionnée, elle va parler du FONGIM, elle va parler de ce qu'on fait, elle a été sur notre site internet, elle a regardé ce qu'on réalise et elle mentionne ça et en disant moi je veux prendre part active à ce que vous faites parce que vous réalisez des choses extraordinaires, vous aidez des enfants dans telle zone, vous aidez des femmes enceintes dans telle zone, etc. Ça, vous allez faire la différence. Ça, je vous encourage vraiment. Et il y a une volonté ferme
des ONG internationales de recruter des Maliennes et des Maliens. Voilà, les staffs internationaux ne représentent qu'une minorité et la tendance est vraiment à compétences égales. Ce sont les Maliennes et les Maliens qui seront recrutés. Absolument. Alors cette émission s'achemine quasiment vers sa fin. Auriez-vous un dernier mot en guise de message peut-être? Voilà, juste peut-être 2 mots. Déjà, vous remercier. Oui. Remercier voilà, les organisateurs de l'émission. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi, pour le forum que je représente, donc pour nos ONGI membres, d'être là aujourd'hui avec vous, de pouvoir voilà, présenter le monde qui peut parfois être un peu obscur, comme vous le dites, quand on n'est pas familier de cet univers-là. On pense que voilà, c'est quelque chose qui est loin de nous. Alors que non, ce sont vraiment les ONG. L'objectif des ONG, c'est vraiment de soutenir les populations dans le besoin, donc d'être au plus proche des populations. Donc voilà, j'encourage voilà, les téléspectatrices et téléspectateurs voilà, à continuer leurs recherches, leurs découvertes voilà, du travail des ONG. Vraiment, les collègues sur le terrain réalisent vraiment des choses extraordinaires. Donc voilà, juste n'hésitez pas et puis à nous contacter pour des informations, pour des conseils. On essaie de soutenir au maximum les personnes ici au Mali. Et merci à vous. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons à nos chers téléspectateurs que nous avions là Monsieur Hassan Mohamedi, directeur exécutif du Forum des ONG internationales au Mali, FONGIM. Grand merci à toute l'équipe de production de cette émission, notamment à Téléra Film. Remerciements également à Warabiz. Remerciements également à vous qui nous soutenez ici au Mali, en Afrique et partout dans le monde. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, le mois prochain pour un autre numéro de votre clinique emploi. Merci de votre constante fidélité et à très vite.